Au Botswana, le principal parti d'opposition a déposé devant la justice un recours en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier, remportées par le parti au pouvoir. En Algérie, les étudiants ont encore manifesté à Alger pour la 40e semaine consécutive, une manifestation sans incident durant laquelle ils ont affiché leur hostilité à la tenue de la présidentielle du 12 décembre. Et puis au Soudan, les femmes ont manifesté dans les rues de Khartoum pour réclamer le respect de leurs droits et la fin des violences à leur égard. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Botswana, le principal parti d'opposition a déposé devant la justice un recours en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier. Ce recours prend en compte près de la moitié des circonscriptions remportées par le parti au pouvoir. Les images. Le principal parti d'opposition du Botswana a déposé devant la justice un recours en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier dans près de la moitié des circonscriptions remportées par le parti au pouvoir. La coalition pour un changement démocratique UDC estime qu'il y a eu des irrégularités dans certaines circonscriptions et indique qu'elle ne renoncera pas avant que justice soit faite. Dès la proclamation des résultats, l'UDC avait accusé le régime d'avoir délibérément organisé un vol du scrutin parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en difficulté. La Haute Cour dispose de 90 jours pour se prononcer sur les requêtes de l'opposition. Même si la Haute Cour tranche entièrement en sa faveur, les recours déposés par l'opposition dans 16 circonscriptions ne menacent pas la majorité absolue du parti au pouvoir. Au pouvoir depuis l'indépendance en 1966, le Parti démocratique du Botswana BDP a remporté les législatives du 23 octobre dernier en remportant 38 des 57 sièges du Parlement. Son chef, Mokwesi Masisi, a été élu président du pays malgré la fronde inédite de son prédécesseur Ian Kama qui a claqué la porte du BDP, l'accusant de dérive autoritaire. Pendant ce temps, l'UDC, le principal parti d'opposition, a recueilli 15 sièges. En Algérie, les étudiants ont encore manifesté ce mardi à Alger pour la 40e semaine consécutive, une manifestation sans incident durant laquelle ils ont affiché leur hostilité à la tenue de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Ils étaient plus d'1 millier d'étudiants et de citoyens dans les rues de la capitale. Plus d'1 millier d'étudiants et de citoyens ont défilé sans incident de la place des Martyrs jusqu'à la Grande Poste, lieu de rassemblement du Irak, le mouvement de contestation inédit qui secoue l'Algérie depuis le 22 février dernier. Scandant Algérie libre et démocratique, on jure qu'il n'y aura pas d'élection ou encore état civil et non militaire. Les manifestants ont égrené les noms des candidats à l'élection présidentielle, suivis d'un dégage pour chacun d'entre eux. L'Algérie doit trouver un remplaçant au président Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission le 2 avril dernier sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. Mais la contestation refuse que l'appareil hérité du président Bouteflika organise le moindre scrutin et exige au préalable son remplacement par des institutions de transition. Les 5 candidats en lice à la présidentielle ont tous participé à la présidence Bouteflika ou l'ont soutenu. En réponse au chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, les étudiants ont durant la manifestation crié que faire barrage au vote est un devoir national, estimant que celui qui vote est un traître national. La semaine dernière, ce général aux commandes du pays depuis la démission de Bouteflika en a de nouveau appelé aux enfants fidèles de l'Algérie et leur devoir envers la patrie, leur demandant d'aller aux urnes. Les Namibiens seront aux urnes demain mercredi. La commission électorale du pays a assuré qu'elle était prête et bien préparée pour la supervision le jour des élections. Reportage. La Namibie vote ce mercredi pour des élections générales. La victoire est promise une nouvelle fois au parti qui la dirige depuis son indépendance en 1990. Ce, malgré une récession économique sévère et la grogne montante de la population. Rien, ni la crise, ni l'usure du pouvoir ne semblent en mesure de faire vaciller le régime issu de la guerre de libération.
La commission électorale a annoncé être fin prête pour la bonne tenue des élections. La commission est heureuse de confirmer que nous sommes effectivement prêts et bien préparés à organiser les élections présidentielles et nationales en 2019. Face à la machine électorale parfaitement huilée du président sortant, l'opposition fait pâle figure. La première femme à briller la magistrature suprême, Esther Mouidjangé, s'en est pris à la corruption et au clientélisme du régime. Malgré un sous-sol gravé de ressources naturelles, dont l'uranium, des fonds marins riches en poissons et en diamants, et l'essor de son tourisme, la Namibie semble engluée depuis 2016 dans une sévère crise économique. Mais pour cause de chute des cours en matières premières et de sécheresse persistante depuis plusieurs saisons, la plupart de ces indicateurs ont viré au rouge vif. Au moins 4 manifestants ont été tués lundi dans des émeutes anti-ONU à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, les autorités ont annoncé des opérations militaires conjointes avec les casques bleus face au massacre de civils. Les détails. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après le massacre de près de 80 civils en un mois, attribué à un groupe armé. Il y a eu 4 morts dans la journée, 10 blessés, tous des civils, ainsi que 3 militaires de l'armée congolaise, a déclaré le procureur militaire. Des enquêtes vont déterminer l'origine des tirs, a ajouté le représentant du parquet militaire qui évoque la possibilité d'un 5e mort. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre par les autorités provinciales du Nord Kivu entre 18h et 6h à Beni et ses environs. À Kinshasa, la présidence de la République a annoncé la reprise d'opérations militaires conjointes avec la MONUSCO à l'issue d'un conseil de sécurité nationale présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de la chef de la MONUSCO, Leila Zerougi. La présidence a également annoncé l'installation d'un quartier général avancé des forces armées à Beni. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit renouveler le mandat de la MONUSCO d'ici à la fin de l'année. Au total, 77 civils ont été tués depuis le 5 novembre à Beni et ses environs dans le Nord Kivu, selon le comptage du groupe d'études du Congo de l'Université de New York. La conférence épiscopale congolaise avance quant à elle le chiffre de 80 morts. Dans un communiqué, Amnesty International a jugé scandaleux que des civils meurent chaque jour, alors que la police locale et les soldats chargés du maintien de la paix de l'ONU restent dans leur base. Les violences ont aussi interrompu depuis vendredi les activités de lutte contre l'épidémie Ebola, qui a tué près de 2200 personnes dans la région. Au Soudan, les langues se délient après le départ du pouvoir d'Omar el-Béchir. Les femmes ont manifesté pour réclamer le respect de leurs droits et la fin des violences à leur égard. Elles étaient dans les rues de la capitale, Khartoum. Reportage. Les manifestantes ont scandé des slogans phares du mouvement de contestation qui avait secoué le Soudan de décembre 2018 à août 2019 et a précipité la chute du président Omar el-Béchir, destitué par l'armée en avril dernier. Dans un quartier de Khartoum, de nombreuses femmes ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La révolution des femmes continue et nous sommes la révolution, nous sommes le changement ». D'autres pancartes ont appelé à l'arrêt du viol des femmes du Darfour, région de l'ouest du Soudan qui a été le théâtre d'une guerre sanglante. Durant les 30 ans de règne d'Omar el-Béchir, le Soudan a appliqué une version très rigoriste de la charia, la loi islamique. Des milliers de Soudanaises ont été condamnées à de lourdes amendes et flagellées pour tenue indécente ou consommation d'alcool selon des membres de la société civile. Les femmes ont été en première ligne des manifestations contre Omar el-Béchir, puis contre les militaires lui ayant succédé. L'arrivée d'un nouveau pouvoir en août a soulevé l'espoir chez de nombreux militants des droits humains que ces autorités se débarrasseront des lois encourageant la violence contre les femmes. À Khartoum, une femme dit être venue manifester pour réclamer la fin des violences contre les femmes. « J'ai été victime de harcèlement sexuel, mais c'est rien par rapport à ce que d'autres femmes ont subi », a-t-elle précisé. Abdallah Hamdok, le nouveau Premier ministre, a donné des premiers signes encourageants en nommant 4 femmes ministres et en promettant de défendre les droits des femmes.
Le Nigeria dispose désormais d'un registre national des délinquants sexuels. La base de données renseigne sur les personnes reconnues coupables de violences sexuelles. La création du registre constitue une demande de longue date formulée par des ONG. Ce registre des délinquants sexuels contiendra les noms de toutes les personnes coupables de violences sexuelles depuis 2015 et sera disponible en ligne pour aider le public, les organisations publiques et la police à vérifier leurs antécédents et à identifier les récidivistes. Les suspects qui n'ont pas été condamnés seront également enregistrés dans un document accessible uniquement à la police et à la justice, a annoncé l'Agence nationale pour la lutte de la traite des êtres humains du Nigeria, responsable de ce programme, principalement financé par l'Union européenne. Le registre est un premier pas pour mettre fin aux violences faites aux femmes, a déclaré la ministre des Affaires humanitaires qui a salué cette initiative. Elle a déclaré que la crise humanitaire et sécuritaire qui sévissait dans le nord-est du pays, conséquence de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, avait notamment entraîné une forte augmentation du nombre de cas d'abus sexuels dans le pays. Mais le problème est national dans ce pays de 200 millions d'habitants et les associations et les organisations de la société civile dénoncent régulièrement le manque de volonté politique et judiciaire dans ces affaires qui aboutissent rarement en justice. Un groupe initial de 15 ONG locales aura accès au rapport de la police qui devra surveiller les médias à travers le Nigeria pour mettre à jour le registre tous les mois. Selon l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, une femme nigériane sur 4 est agressée sexuellement avant ses 18 ans et la majorité des cas d'abus sexuels dans ce pays ne font pas l'objet de poursuites. À l'heure actuelle, seuls 2 des 36 États du Nigeria, Lagos et Ekiti, tiennent des bases de données sur les personnes reconnues coupables d'infractions sexuelles. La 3e édition de la conférence sur la politique foncière en Afrique s'est ouverte lundi à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, organisée par la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et la Commission de l'Union africaine. Cette conférence se veut une tribune internationale pour débattre de la gestion foncière sur le continent. Reportage Inès Arouanso. Venus des 4 coins du monde, les participants à la conférence d'Abidjan sur la politique foncière en Afrique vont approfondir leur engagement et renforcer leurs capacités pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques foncières en Afrique. C'est aussi l'occasion d'un dialogue politique franc entre les décideurs sur les options de lutte contre la corruption. En choisissant le thème du foncier et de la corruption, la Banque africaine de développement met en exergue sa connaissance du terrain africain et des enjeux majeurs de notre continent. On ne saurait insister sur l'importance que revêt la problématique foncière dans les États africains et donc sur l'absolue pertinence de ce colloque. Tour à tour, Correa Sako Josepha de l'Union africaine, Stephen Karenji de la Commission économique pour l'Afrique et Charles Bohama de la BAD ont plaidé pour de bonnes pratiques foncières qui peuvent, selon eux, catalyser la croissance économique, contribuer à éliminer la pauvreté et la faim, tout en faisant progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour les intervenants, il est nécessaire que les États africains fassent de la sécurisation foncière un objectif prioritaire de développement. Ainsi, les conditions équitables d'accès à la ressource foncière, le respect à la fois des principes républicains et des légitimités anciennes, la prise en compte des exigences nationales, de l'intérêt public et des besoins particuliers s'avèrent nécessaires pour conduire le développement de nos pays. Plusieurs sessions plénières, rencontres B2B, séances techniques et masterclass sont prévues pour l'atteinte des objectifs de cette conférence qui prend fin vendredi. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.